Alors, pour entrer dans le concret, on va faire une table ronde avec Marjolaine d'Octo Technologies et Pia Hernandez de Safran Electronics. Donc, je les invite à me rejoindre, toutes les deux. Donc, elles vont nous partager, alors notamment Marjolaine sur toute l'agilité, les micros sont juste là, sur toute l'agilité de la DRH chez Octo. Et puis Pia sur l'intégration d'un service qui s'appelle Coco Worker. Je vous invite à vous asseoir. Bonjour. Bonjour. Alors du coup, Marjolaine, déjà, rappelle-nous ce que fait en quelques mots Octo Technologies. Et puis, comment a été initié le fait de rendre la DRH beaucoup plus agile ? Alors, du coup, Octo Technologies, c'est un cabinet de conseil et de réalisation IT. Aujourd'hui, on est à peu près 660, en France principalement, avec 2 filiales au Maroc et en Australie. Ce que je peux vous dire sur Octo, c'est que c'est une entreprise qui existe depuis 1998 et qui a une culture assez forte, qui est techno-agile depuis ses débuts, et qui a une culture assez forte sur l'engagement, centré sur le collectif, et l'autonomie et la confiance des individus et du collectif. Voilà, donc on fonctionne en logique de communauté, et la DRH est clairement intégrée au système, avec des frontières finalement ouvertes, peu de frontières finalement entre les RH et le reste des consultants. Voilà, donc c'est principalement des consultants qui interviennent chez les clients sur des sujets de transformation. D'ailleurs, une des actions que vous avez faites, c'est des Vie ma vie, tu nous en parleras juste après. Pia, sur Safran, donc tu es dans une des branches de Safran, et tu vas nous parler du lancement il y a 6 mois, c'est ça ? Oui, un peu plus, presque 9 mois. Presque 9 mois. De Coco Worker chez vous. Effectivement. Dans la branche de Safran pour laquelle je travaille, c'est Safran Electronics et Défense. Pour faire très simple, très synthétique, qu'est-ce qu'on fait ? C'est la branche de Safran dédiée au développement des solutions optroniques, électroniques, des logiciels et avioniques pour des marchés de défense et civils. Donc, c'est une branche de haute technologie où on a beaucoup des ingénieurs, des nouveaux jeunes qui arrivent à notre organisation. Et c'est une société qui a beaucoup changé ces dernières années, en train d'évoluer en termes de culture managériale et en termes de culture RH. Et suite à toutes les choses qu'on a entendues tout à l'heure, c'est dans ces cadres-là qu'on a décidé de lancer cette solution. Seulement pour parler un peu de nos effectifs, on était jusqu'au début de l'année 8000 salariés dans plus de 10 pays, et suite à l'intégration de Zodiac Aerospace, on récupère une partie, donc maintenant on devient plus de 10 000 salariés un peu partout dans le monde. C'est pour ça qu'on cherche aussi des solutions qui nous permettent d'être plus agile et de contribuer à cet besoin de faire évoluer notre culture. Alors du coup, Marjolaine, chez Octo, les 3-4 grandes actions qui ont été faites, elles portent sur plusieurs domaines, à la fois la formation, les rituels. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que vous faites ? Oui, en fait, Octo, c'est une entreprise qui est en pleine croissance. On a à peu près 20 points de croissance par an. Et surtout, on a été racheté par le groupe Accenture il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Donc l'idée, c'est qu'on reste indépendant aujourd'hui, mais c'est vrai que pour soutenir cette croissance, on recrute, on a vraiment des enjeux forts sur le recrutement, avec du coup plus de 140 recrutements sur des profils, je dirais, rares, data ingénieurs, DevOps, etc. Et on a vraiment l'enjeu, nous, dans cette croissance, de rester à la fois une entreprise, ce qu'on appelle best place to grow, donc faire en sorte que nos consultants restent à la pointe des technologies émergentes, pour aussi être fiers du conseil qu'ils apportent aux clients, et puis de former les jeunes aux bonnes pratiques et à la culture, au savoir-être et au savoir-faire Octo. Voilà, pour rester finalement, je dirais, à se démarquer sur ce marché. Et puis, un des enjeux aussi par rapport à ce rapprochement avec Accenture, à cette croissance, c'est de rester une great place to work, puisque ça fait 5 ans, enfin en tout cas 5 fois qu'on est sur le podium, et la dernière, c'était la dernière place, enfin la dernière participation, c'était en 2018, donc on était 2e sur Great Place to Work. Voilà, donc du coup, au niveau RH, on a grossi, puisqu'on est passé, moi je suis arrivée il y a 2 ans et demi, de 7 à 15 personnes, avec des horizons différents, finalement pas toujours agiles dans nos manières de faire, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion de l'expérimenter, je dirais, dans d'autres environnements.
Donc il y avait vraiment la volonté de se dire on peut pas avoir de fracture culturelle avec le monde Octo et finalement quelle est notre proposition de valeur à nous, équipe RH, dans cet écosystème. Donc on a commencé à faire un appel à l'aide, parce qu'on a la chance chez Octo d'avoir des coachs agiles par exemple, de se dire comment on reforme un collectif soudé, comment on retravaille nos manières de faire, et surtout faire en sorte que on ait tous un peu notre opérationnel, mais qu'on puisse tous contribuer, que ce soit les recruteurs, les chefs de projet, même la partie administration du personnel, comment on peut tous contribuer au projet d'Octo. Voilà, donc nos premiers pas, en fait, c'était déjà de partager un socle commun, je dirais, sur la partie un peu théorique, parce qu'on entend beaucoup parler de, je l'illustrerai tout à l'heure, mais de employés centriques, expérience, etc. Donc en fait, on s'est dit, il faut déjà qu'on se forme à l'UX. Donc c'est toute une démarche en fait qui va être centrée sur l'utilisateur, quels que soient finalement les projets qu'on va mener, pas forcément de plateforme web ou quoi que ce soit. Déjà dans la démarche, tout ce qui est autour de la communication, du feedback, pour régulièrement en fait finalement faire des boucles de feedback et être dans l'amélioration continue. Mettre en place pas mal de rituels, donc déjà définir, je disais, la proposition de valeur, pourquoi, pour qui on est, nous, RH, dans cet écosystème, donc définir un peu notre why, un atelier vision, mettre en place des rituels de rétrospective qu'on a choisi de faire mensuels, donc inspirer des pratiques des développeurs, pour voir ce qui fonctionne, quels ont été un peu nos points de douleur, comme on les appelle, être dans l'amélioration continue. Avoir des stand-up en équipe, donc là où on a découpé un peu notre roadmap qu'on peut voir annuel, nous on l'a mis au trimestre et on redécoupe par tâche, et du coup on se met tous ensemble une fois par semaine et tous les 15 jours en équipe globale pour finalement faire un point d'avancement sur chacune de nos tâches et partager l'information, faire des demandes d'aide éventuelles. Et puis des ateliers d'innovation, j'y reviendrai peut-être après, vraiment pour prendre le temps, parfois un temps de respiration, parce qu'on nous met toujours un peu la pression, il faut innover, mais finalement c'est quoi innover? C'est pas forcément inventer, mais c'est prendre aussi le temps d'être un individu créatif et de sortir un peu du cadre. Donc on a des ateliers comme ça que j'anime une fois par mois. Et on a mis en place le management visuel, donc avec l'idée aussi d'afficher un peu nos fail and learn, donc se dire finalement en agile on peut aussi tester rapidement et du coup avoir le droit de se tromper, et on valorise aussi le droit à l'erreur, parce que derrière c'est comment avec nos boucles de feedback on arrive à en sortir des apprentissages. Voilà. Et tout le monde a suivi, toute l'équipe qui a suivi, tout le monde a accepté ces nouvelles façons de travailler? Alors, du coup, en fait, à la base, quand on s'est dit il faut faire appel à un coach, etc., c'est parce que ça a émergé d'une demande, je dirais, plutôt collective. Après, l'idée, c'est qu'il y a des moments où c'est, je dirais, des temps où on se doit d'être présent. Après, par exemple, là, sur certains rituels, le stand-up, la rétro, etc., il y a eu un moment, on a fait une rétro exprès en se disant keep, drop, start, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit acheter, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit commencer à faire, etc. Donc, pareil, on est dans l'amélioration, on accepte de se dire ça marche pas, et on le laisse tomber. Alors, chez Safran Electronics, vous êtes parti notamment de la reconnaissance avec une solution qui s'appelle une start-up, qui s'appelle CocoWorker. Alors, d'où vous est venu, quel était le besoin initial et comment on en est arrivé à cette solution? Les besoins initiaux, c'était finalement, on cherchait des solutions au-delà des traditionnels. Comment on reconnaît nos salariés? Qu'est-ce qu'on fait pour les engager d'une manière qui ne soit pas l'économique traditionnelle ou des solutions un peu, on va dire, standard? Et on avait lancé une démarche au sein de la société autour de feedback. C'est une chose qu'on voit que je t'écoutais tout à l'heure, c'est pas que les nouvelles générations. Je pense que la nouvelle société a beaucoup plus besoin d'être reconnue et de savoir ce qui fait contribuer à quelque chose. Donc on a lancé une démarche au sein de l'amélioration continue de dire qu'il faut chercher quelque chose pour reconnaître nos salariés. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à rencontrer CocoWorker. Et d'abord, on avait dit, on va faire un pilote à la direction technique, pour nous, c'est 2000 personnes. Et l'idée, c'est aussi de dire, c'est pas que les managers qui reconnaissent ces équipes, c'est pas top-down, ça doit être dans tous les sens. Donc, CocoWorker est une solution qui nous a permis, déjà pour nous, une première chose qu'on a dit, c'est basique, c'est changer le mindset. Le mindset de dire, c'est que les hiérarchies qui reconnaissent ses collaborateurs, c'est tout le monde peut reconnaître tout le monde. Peu importe s'ils sont dans les mêmes équipes, pas dans les mêmes équipes, sur les mêmes sites ou pas. Et on a choisi aussi cette solution pour on peut déployer toutes les valeurs de comportement des Safran.
Donc, la reconnaissance doit se faire autour d'une action qui peut être très simple. Tu as participé à une réunion et ta contribution a favorisé l'empowerment de telle personne ou la participation, les collectifs, etc. On a certaines valeurs. Et à partir de là, il y a des échanges. Donc là, dans l'écran, vous voyez, c'est un mur, comme on a sur Facebook ou sur plusieurs choses. On va choisir la personne. Il n'y a pas ni de titre, ni de nom. L'idée, c'est qu'on reconnaît ses pairs. Et c'est assez convivial. Et ça nous permet aussi, c'est intéressant, parce qu'on commence, après quelques mois, à avoir des retours. Donc ça nous permet aussi de faire des analyses autour de notre culture. Quelles sont les valeurs qu'on fait plus? Quelles sont les valeurs qu'on fait moins? Et ça nous donne aussi, il y a une analyse de la donnée très intéressante derrière qui va nous permettre, dans une deuxième étape, de commencer à mettre des actions. Donc, franchement, c'est, encore une fois, pour nous, ça paraît assez simple, mais pour les mindset, pour ceux qui connaissent Safran, c'est une société qui a beaucoup des années, donc assez traditionnelle dans sa manière de faire. Et le fait de proposer ça, ça a été un choc dans la culture, même au plus haut niveau, de se permettre de jouer, de commencer à lancer des messages pour dire, oui, on se permet d'échanger et ça marche. Parle-nous un peu justement des freins qu'il y a eu, en fait. Qu'est-ce qui pouvait étonner au démarrage quand tu parlais de cette solution à des managers ou à des collaborateurs? Déjà, la première chose, c'était de dire, on va les faire publics. Pourquoi on va les faire publics? Il y a cette mythe il ne faut pas communiquer trop, et c'est que les managers qui le disent. Et franchement, on était contre ça. Ou qu'est-ce qui va se passer avec la personne qui n'a pas une reconnaissance? Aujourd'hui, il y a de toute manière des personnes qui n'ont pas une reconnaissance, sauf qu'on ne les voit pas. Donc, de toute manière, ça existe. Et nous, on s'est dit, il faut aussi casser cette manière de dire, ça doit être dans l'entretien annuel ou au moment qu'on fait les augmentations, ça doit être long de toute la vie, tous les jours. Ça doit être quelque chose qui est ancré dans notre culture. Et c'est ça que, pour nous, et encore une fois, quand on a fait la présentation de notre président qui était un sponsor assez fort de ça, il s'est permis de jouer, même si ce n'était pas dans les habitudes, et ça nous a permis de casser quelques codes dans l'organisation. On a des premiers résultats que tu peux nous partager? Oui, on a des premiers résultats. D'abord, je dirais, celle dont on est plus fier, c'est on avait dit on fait un pilote à la direction technique. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, on veut les engager, on veut lancer un message. Mais finalement, on a commencé à avoir des demandes de direction à côté, de dire moi aussi, je peux participer. Est-ce que je peux participer? Donc, déjà, on a dit on va élargir la phase pilote. Là, on commence à avoir des demandes même des pays hors France, parce qu'au début, c'était périmètre français. En plus, CocoWorker, c'est une start-up française, donc on a dit, comment on fait? Donc, le fait de commencer à avoir dans la culture qu'il y a une demande, c'est déjà un résultat très positif. Et je pense aussi le fait qu'on s'est permis de dire, OK, oui, effectivement, là, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. C'est déjà des premiers retours très positifs. Alors, côté Octo, si on revient à des actions concrètes, tu m'avais notamment parlé de comment vous avez monté le fameux dossier Great Place to Work, et puis tout ce qui se passe en côté recrutement. Quelles sont un peu vos nouvelles méthodes aussi pour recruter? Tout à fait. Alors, pour la partie recrutement, peut-être d'abord. Donc nous, en fait, alors il n'y a pas forcément l'illustration, la visuelle, mais on a un outil qui s'appelle Twig, qui est notre, finalement, outil de recrutement, qu'on a fait maison et avec les méthodes agiles, parce que du coup l'équipe, il y a quelques temps maintenant, fonctionnait un peu en papier. Alors dans une boîte comme Octo, c'était le cas. Et puis finalement, il y avait l'idée de voir un peu comment avancer le processus de recrutement déjà visuellement. Donc ils ont commencé finalement à utiliser un peu un Kanban pour suivre le processus de recrutement. Et puis après, il y avait, nous on a plusieurs étapes dans le recrutement, et notamment les opérationnels, les octos, enfin voilà, qui rencontrent les candidats. Et donc du coup, on a décidé finalement de digitaliser ce Kanban. Et puis au fur et à mesure, donc il y a une équipe qui s'est montée avec des développeurs, des RH, en se disant, on va faire d'abord finalement un MVP, voilà, donc on va développer les fonctionnalités, je dirais, principales. Qui vont permettre finalement de faire circuler l'information et de rendre transparent cet outil et surtout collaboratif. Et donc Twig aujourd'hui est un produit qu'on commence à commercialiser nous aussi sur le marché et qui permet finalement de digitaliser notre processus de recrutement, mais je dirais fait maison. Et donc c'est un outil qu'on fait évoluer. Après, sur la partie du coup entretien, donc là en fait notre idée à nous c'est de faire vivre une expérience, parce que quand on travaille chez Octo, la culture est tellement forte que de toute façon
on vit une expérience en étant salarié dans cette entreprise. Donc on a fait pas mal d'ateliers avec les Octos, du design thinking ou des démarches UX avec pas mal d'interviews, également auprès des candidats. Et puis aujourd'hui, en gros, il y a 3 formats qui sont proposés. On laisse aux candidats la possibilité, 3 ou 4 d'ailleurs, si on prend l'entretien structuré classique. À la fois, nous, ça nous donne de l'information aussi sur le candidat, ses choix, et puis comment il va... quel type d'outils il va choisir. Et puis surtout, ça lui permet d'être acteur finalement de sa rencontre avec les RH ou avec les autres Octos. Et donc voilà, donc on utilise soit les Moving Motivators, c'est un jeu de cartes finalement qui lui permet de classer un peu ses leviers de motivation de gauche à droite, et ensuite on va décrypter un peu ses expériences, mais sur la base de ce classement. Donc on peut trouver le travail d'équipe, la vision, le sens, le statut social, la REM, etc. Le dessine-moi ton profil, donc là c'est vraiment une petite valise avec des gommettes, des post-it, etc. Et on lui demande finalement de se présenter à la fois sur ce qu'il compte apporter à Octo et ce qu'il attend aussi de l'entreprise à travers un dessine-moi ton profil, un arbre de compétences. Donc les gens dessinent un peu ce qu'ils veulent, donc ça demande un peu de créativité, mais finalement on part un peu de ce que la personne fait émerger de son dessin. Et puis le speedboat, donc là c'est un format un peu plus de rétrospective avec du coup le bateau qui est la personne aujourd'hui, tout ce qui va être soleil, les vents, l'encre, donc les freins, les leviers de motivation avec les vents, le soleil c'est les acquis, voilà ce qui est, je dirais, posé dans le parcours. Et puis demain, le futur, l'île, mes objectifs, mes challenges, mes défis, et le rocher, plutôt les obstacles que je vois. Et ensuite on va avoir, par technique de questionnement, on va se concentrer aussi sur l'encre, les rochers, et comment on peut accompagner la personne à trouver ses solutions. Donc avec une posture plus de coach, on va dire. Et donc le speedboat, il va être utilisé soit dans les entretiens de recrutement, soit dans les entretiens professionnels, entretiens de développement, qui sont menés pour le coup chez Octo par les RH tous les ans ou tous les 2 ans. Donc là, les 3 outils ne sont pas forcément utilisés simultanément dans le même type d'entretien. Hein, non, on laisse le choix, en fait. Laisse le choix. Et l'entretien structuré classique. D'accord. Et du coup, ça dure combien de temps un entretien chez Octo ? Ça dépend, mais c'est environ 1 heure, 1 heure et demie. Voilà. En général, sur le dessine-moi ton profil, on laisse la personne 20 minutes, Moving Motivator 15 minutes, seul. Et après, c'est-à-dire qu'on l'accueille, après on lui explique. Ouais. Voilà. Okay. Et juste sur Great Place to Work, du coup... Alors déjà, en fait, on demande toujours est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Donc, il y a un vote déjà de la communauté pour se dire est-ce qu'on a envie de s'engager dans la démarche Great Place to Work. Si c'est le cas, on demande quel niveau d'implication les personnes ont envie d'avoir. Donc, j'ai envie de rédiger, j'ai envie de relire, j'ai envie juste de donner mes idées. Donc ensuite, on récupère un peu la donnée. Et moi, par exemple, j'étais la RH plutôt juste facilitateur, c'est-à-dire j'ai mis des points de synchro 1 fois par semaine sur l'avancée du dossier, faire des appels à l'aide à la communauté s'il nous manquait du contenu, par exemple, tiens, on va parler de la R&D, mais qu'est-ce qu'on a fait exactement, donc on va faire des appels. Et on a utilisé un outil qui s'appelle Trello, donc qui est aussi collaboratif et qui permet finalement de suivre l'avancée du dossier, mais après de dire, voilà, si tu es impliqué sur la rédaction, tu pars finalement avec le groupe de travail que tu peux toi-même reformer. Et donc voilà, c'est un dossier qui faisait plus de 250 pages avec plein d'illustrations. On a voulu mettre de la VR dedans aussi. Voilà, donc ça a été fait en agile et en collaboratif. Ça a été fait en agile et je dirais de manière rapide, sans douleur. Sur combien de temps ? Combien on met de temps pour en tout cas sur la partie culture audit, je crois en 1 mois c'était fait, quoi. Okay. Et donc pour terminer par Safran, on a beaucoup parlé un petit peu plus la SIRH en introduction, parce qu'au-delà du sujet coworker, quels sont les grands enjeux du SIRH en ce moment chez vous ? Là, on est dans un moment très, très important pour les groupes. Pour ceux qui suivent les actualités de Safran, je parlais tout à l'heure de l'intégration des nouvelles activités. Donc, il y a 2 facteurs qui poussent les groupes, je dirais toutes les sociétés, à changer. C'est déjà comment on va intégrer toutes les nouvelles activités qui arrivent dans les groupes. Et en profitant de ça, comment on change aussi la vue de nos SIRH qui, jusqu'à il y a quelques années, était centrée pour la RH. Et finalement, on voit que ça commence à avoir ses limites. Les managers, on les demande de plus en plus de choses dont il faut qu'ils soient à la main. Les salariés, pareil. Un point de blocage, c'est devenu que toute l'information devait passer par les RH. Donc, on voit que là, ça atteint ses limites. Et donc, l'idée, c'est de maintenant dire comment on va changer nos nouveaux systèmes, seront centrés
sur les salariés et les managers, qui sont les utilisateurs, on dirait, ultimement. Et la RH, il aura une posture différente, c'est plutôt dans l'analyse et de pouvoir donner l'information dont ils ont besoin pour pouvoir réagir de manière plus agile et plus pertinente. Donc, il y a beaucoup de réflexions. Je ne dirais pas qu'on a la solution déjà définie. C'est les groupes qui portent ces projets-là. Et là, je pense qu'on va avoir aussi un changement parce que ça va changer la manière dont on travaille aujourd'hui. Et j'espère que ça sera pour beaucoup mieux. Donc, rendre l'expérience plus fluide, comme on a vu tout à l'heure. Plus fluide, plus agile. Je dirais déjà mettre la valeur ajoutée où il faut. Pas passer du temps à faire des choses qui finalement, on se rend compte que ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, c'est un peu le cas. Donc, effectivement, beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de vitesse dans notre capacité à répondre et à donner des informations pertinentes. C'est plutôt ça l'idée. Bon, bah, merci à vous deux pour vos témoignages. Merci. Est-ce que ça vous évoque, ça fait écho dans vos organisations? Est-ce que vous avez des questions sur ces expériences? Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question très concrète. Marjolaine, tu parlais d'ateliers d'innovation, d'idéation que tu animes au sein d'Octo. Comment est-ce que, justement, vous les animez? Est-ce qu'il y a des modalités, des pratiques? Enfin, quel chemin vous avez fait, peut-être, en termes d'animation sur le sujet? Comment ça marche? Alors aujourd'hui, ces ateliers je les ai proposés à l'équipe et une des règles, c'est que ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc les gens viennent s'ils ont envie. Pour le moment, ils sont plutôt réguliers dans la participation. Donc c'est pour le moment que sur l'équipe RH. Et là, l'idée, c'est qu'on a envie d'inviter éventuellement des guests à chaque fois. Donc comment ça s'organise? Alors déjà, j'ai mis dans le calendrier une fois par mois. Je me suis un peu formée aussi avec... on a un organisme de formation sur la facilitation de groupe. Je fais des points un peu avec notre coach Agile qui nous accompagne. L'idée, après, c'est que je teste des trucs. Donc, je vais prendre des sujets qui vont nous intéresser. Par exemple, ça peut être la dernière fois le bien vivre ensemble et le collectif, pourquoi l'école passe à côté. Ou alors, ça va être, donc c'est tout ce qui est autour de la réforme du système éducatif. Ça peut être le profil du futur candidat à la DRH dans 10 ans, un peu de prospective, etc. Donc en fait, je vais tirer des sujets à la base qui me parlent à moi, mais je leur demande aussi, est-ce que vous avez des idées? Ensuite, à chaque fois, on fait un icebreaker où justement, on a un peu défini ce que c'est un individu créatif, c'est-à-dire le nom est interdit, pas d'autocensure, etc. Donc j'explique un peu, je nous raconte qu'on est des grands sportifs et que finalement, l'innovation et l'individu créatif, faut qu'on s'entraîne régulièrement. Donc il y a un peu, on pose le cadre au départ. Ensuite, il y a un icebreaker, et puis donc il peut être plein de trucs un peu marrants où on essaye de faire un truc sympa d'abord en équipe sur 15-20 minutes. Et ensuite, je teste des formats. Donc, une fois, on est allé dans un bar et on a fait plutôt du découpage avec plein de magazines. On devait faire une page de couve sur le sujet. Une autre fois, j'ai essayé d'avoir ce qu'on appelle une conversation structurée dans la facilitation de groupe. Donc, avec une vidéo d'abord de 10 minutes sur le sujet autour de l'école, notamment. Et ensuite, il y a une manière de questionner le collectif pour les amener à un raisonnement, je dirais, du groupe, etc. Donc en fait, moi-même, je me teste un peu avec l'équipe et puis voilà. Mais ça change, du coup, ça change de sujet, ça change de format, ça change d'endroit et de méthode. Il y a une deuxième question. Oui. Tout d'abord, merci pour ces retours d'expérience. Merci à vous les deux. Moi, j'ai deux questions, dont une pour Octo et une pour Safran. Alors pour Octo, vous avez dit qu'aujourd'hui, on voit bien, c'est-à-dire que ce que vous avez fait, c'est la partie transformation du mode de travail. C'est-à-dire c'est la transformation du mode de travail à travers tout ce que vous avez dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes dans l'équipe là, donc responsable développement RH, c'est-à-dire que vous n'avez pas une équipe dédiée à la transformation et l'accompagnement des collaborateurs. C'est vous que vous faites ça? Oui, alors je comprends un peu bien, c'est-à-dire, en fait, nous, on a déjà, alors quand vous dites les collaborateurs, ça va être tous les octos, c'est ça? Ouais. En fait, on fonctionne, alors déjà, la hiérarchie, elle est, je dirais, c'est assez flat, hein, donc moi, j'ai une équipe, mais... C'est-à-dire que ce travail, il est fait que pour votre équipe ou bien pour tous les collaborateurs?
Pas pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que déjà on est des octos avant tout. J'ai commencé en disant on est une communauté, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on joue un rôle, on est RH, mais finalement là par exemple on est en train de voir pour se réorganiser complètement parce qu'avec l'intégration avec Accenture on atteint une taille en termes de croissance. Finalement, on va aussi bien participer, nous, aux ateliers. Il y a des sujets où, là, sur la formation, en ce moment, sur les entretiens annuels, on a atteint, je dirais, nos limites et on a peut-être besoin de s'outiller. En fait, on ouvre le sujet et on co-construit tous ensemble, quoi. Et ça peut être aussi bien moi que quelqu'un de mon équipe qui va aller représenter, finalement, la RH avec l'ensemble des autres collaborateurs sur des sujets où il faut réfléchir, quoi. D'accord. Après... Et pour la partie roadmap, vous avez dit que la roadmap, vous l'avez découpée par trimestre. Et ça, c'est-à-dire, vous faites les suivis trimestriels pour tous les projets, y compris, c'est-à-dire c'est un choix stratégique ou bien juste à votre niveau? Parce qu'il y a la partie budgétaire et les suivis par an et tout. Comment, lorsque vous avez dit par trimestre, je n'ai pas bien compris comment vous le faites par trimestre, la roadmap? En fait, on a un séminaire une fois par an où on part au vert et on définit un peu les ambitions, les enjeux de la DRH. Ensuite, l'idée, c'est de redécouper où là, on va faire émerger, par exemple, effectivement, sur le recrutement. Après, c'est pareil. Moi, quand je suis arrivée, j'étais hyper... Il y a un budget pour chaque truc. Je dois demander pour mon budget pour l'année prochaine. En fait, chez Octo, je dirais, il y a plus ou moins des enveloppes, mais en fait, même moi, je suis très peu de lignes budgétaires. Le recrutement, on recrute sur profil et non pas sur poste. Donc, c'est pareil. On sait à peu près ce qu'on veut faire, mais on se laisse la possibilité de tout changer tout le temps. Donc, on n'est pas trop contraint, je dirais, par le budget. Et donc, d'abord, on a nos ambitions, un peu les enjeux de la DRH. Ensuite, on a, pendant cette journée au vert, on découpe par, je dirais, par pôle de compétences. Et ensuite, chacun, après, alimente sa roadmap trimestrielle par itération de 1 mois, découpée en 15 jours. Donc, en fait, on découpe, et à la fin, on arrive à des tâches. La prochaine étape, c'est de mesurer la vélocité de notre équipe, c'est-à-dire de pondérer chaque tâche, mais bon, ça sera autre chose. Et ensuite, on fait une synchro en équipe globale tous les trimestres pour réajuster finalement. Est-ce que là, notre vision au trimestre, quels sont les enjeux, est-ce qu'on est toujours aligné ou pas pour le trimestre d'après? Et après, on redescend en sous-équipe sur la vie au quotidien. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Non, c'est clair, merci. Question pour Safran, par rapport à votre application que vous utilisez aujourd'hui, Coco Worker, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà un catalogue de compétences ou bien que le collaborateur, lorsqu'il s'y connecte, il s'auto-déclare? Si, on a défini un catalogue de compétences, c'est les compétences de leadership Safran, dont il y a 5 compétences, et plus on a décidé de mettre aussi la SSE, parce que finalement c'est des choses aussi qu'ensuite, donc c'est assez simple. Les personnes choisissent, donc il est au milieu de Roland, il choisit la compétence, et après il faut écrire. Il faut écrire pourquoi on dit. Donc ça nous aide aussi à rendre plus concrètes certaines choses qui aujourd'hui sont un peu pas très tangibles. Donc si on parle d'exemplarité, pourquoi je considère que la personne est exemplaire. Et après, il y a un suivi derrière, c'est-à-dire s'il est confirmé, s'il est expert ou bien s'il est débutant, et est-ce qu'il y a une partie, vous faites le lien avec la partie formation, si le manager il va découvrir qu'ils sont... Ça, c'est une chose intéressante. On a dit déjà, comme une des freins, c'était qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations. Ouais. Je n'ai pas dit ça, mais quand on a commencé à faire, on fait le déploiement des bacs, des présentations de l'outil. Et les gens, ils avaient peur qu'on utilise ça si ce n'était pas bon ou si c'était des choses négatives, est-ce qu'on va l'utiliser contre... Donc, on a dit non, c'est seulement pour reconnaître. Derrière, on ne fait pas des analyses de ces bons, très bons. On commence à voir plutôt la tendance de nos compétences en global, mais pas ciblée par personne, telle personne a besoin de ça, etc.